poursuivons aujourd'hui les auditions de la commission d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé en recevant M. Philippe Vuilleque, ancien député. La commission d'enquête a souhaité que notre réunion d'aujourd'hui soit ouverte au public et à la presse, monsieur le rapporteur. Un compte-rendu intégral en sera publié avec le rapport. Son enregistrement vidéo sera diffusé sur le site du Sénat. J'attire l'attention du public qu'il est tenu d'assister à cette audition en silence. Toute personne qui troublerait les débats, par exemple en donnant des marques d'approbation ou d'improbation, serait exclue sur le champ. J'en viens à notre réunion. L'audition de notre ancien collègue Philippe Vuilleque, député des Ardennes de 1997 à 2012, nous a paru naturelle, tant l'expérience de M. Vuilleque est précieuse pour nous, non seulement parce qu'il a présidé le groupe d'études sur les sectes à l'Assemblée nationale pendant les 2 précédentes législatures, mais aussi parce qu'il a participé à 2 commissions d'enquête. Celle de 1999 sur la situation financière, patrimoniale et fiscale des sectes, et celle de 2006 sur l'influence des mouvements à caractère sectaire sur la santé mentale et physique des mineurs dont vous avez été le rapporteur. C'est donc à un acteur éminent de la vigilance sectaire au Parlement que nous nous adressons aujourd'hui. Je rappelle à l'attention de M. Vuilleque que notre commission d'enquête s'est constituée sur la base du droit de tirage annuel que peut exercer chacun des groupes politiques du Sénat. Le bureau du Sénat a accepté la demande du groupe RDSE d'utiliser ce droit pour soulever la question de l'influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé. M. Jacques Mézard, auteur de la proposition de résolution qui se trouve à l'origine de la constitution de cette commission, en est donc fort naturellement le rapporteur. Je vais maintenant, conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, demander à M. Vuilleque de prêter serment. On va se lever. Je rappelle que pour la forme évidemment, qu'un faux témoignage devant notre commission serait passible de peine prévue aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Monsieur Philippe Vuilleque, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez de la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Chers collègues, à la suite de votre exposé introductif, notre collègue Jacques Mézard, rapporteur de la commission d'enquête, vous posera quelques questions, puis les membres de la commission vous solliciteront à leur tour. Monsieur Vuilleque, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Merci pour l'honneur que vous me faites de me recevoir ici au Sénat. Je suis particulièrement heureux que le Sénat ait pris l'initiative, comme l'a fait l'Assemblée nationale il y a plusieurs années, de créer un groupe de travail, un groupe d'études sur les dérives sectaires. Je pense que le travail parlementaire, que ce soit pour l'Assemblée nationale ou le Sénat, j'y reviendrai, est très complémentaire par rapport à ce que fait la Miviludes. Et je vais vous faire une petite introduction, et puis je pense que c'est plus intéressant d'avoir un dialogue entre nous, parce que vous avez déjà reçu M. Bisco, président de la Miviludes, Georges Fenech, qui l'a précédé et avec qui j'ai travaillé en étroite collaboration à l'Assemblée nationale, et puis Mme Picard, au nom de l'UNEDFI. Donc, ils vous ont dit beaucoup de choses, je ne vais pas les répéter. Simplement, je pense que lorsque l'on parle de ce problème sectaire, que ce soit en matière de santé ou sur d'autres grands thèmes, notamment en formation professionnelle, il faut rappeler un certain nombre de choses et le cadre dans lequel s'exerce la lutte contre les dérives sectaires. Je pense que c'est important. Nous sommes une république laïque. Nous avons des grands textes, loi de 1901, loi de 1905, et l'État n'a pas à se mêler de la croyance individuelle. Vous pouvez croire en ce que vous voulez. Ce n'est pas le problème des autorités publiques, ce n'est pas le problème de l'État. À une seule condition, c'est que vous respectiez la législation. Et si ce n'est pas le cas, il est du devoir des autorités publiques et du Parlement de mettre en place les outils pour lutter contre ces dérives, que l'on appelle notamment dérives sectaires,
Et il est du devoir du législateur d'intervenir. Et nous sommes intervenus depuis un certain nombre d'années par des avancées législatives qui sont quand même significatives. Je vais vous en rappeler quelques-unes sans rentrer dans les détails, mais quand même, parce que nous sommes le pays au monde qui a fait avancer le sujet d'une manière assez remarquable, avec la Belgique, qui est le deuxième pays européen, qui d'ailleurs nous copie beaucoup, parce qu'ils ont été très intéressés notamment par nos débats sur la loi Abou-Picard. Loi du 18 décembre 1998 sur le renforcement du contrôle de l'obligation scolaire. Loi du 15 juin 2000 sur le renforcement de la présomption d'innocence et du droit des victimes. Bien sûr, la loi Abou-Picard du 12 juin 2001, auquel j'ai participé activement, ce qui n'a pas été très simple, parce que ça a suscité quelques interrogations, y compris de la part du gouvernement à l'époque et des grandes organisations confessionnelles. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, qui protège les enfants du refus de soins, loi très importante. La loi du 5 mars 2007, qui a réformé la protection de l'enfance et qui limite les conditions de l'instruction à domicile, qui renforce les conditions de l'enseignement à distance et du soutien scolaire. Ça a été l'objet aussi de la commission d'enquête auquel j'ai fait partie. La loi du 9 août 2004, qui est relative à la politique de santé, notamment concernant, évidemment, c'était déjà à l'époque une de nos préoccupations, l'exercice de la psychothérapie. La loi du 14 mars 2009 relative à la formation professionnelle. Là aussi, c'est un des sujets très sensibles, la formation professionnelle, parce que, bien évidemment, il y a beaucoup d'argent à se faire. Et la formation professionnelle et la santé sont probablement les deux domaines qui sont les plus lucratifs pour les organisations à caractère sectaire. La loi du 14 novembre 2008 sur la protection des témoins, la loi du 24 novembre 2009 qui rétablit la possibilité de dissolution d'une personne morale condamnée pour escroquerie, ça c'est une loi qui est importante parce que justement on avait cette manque dans notre législation, nous n'avions pas la possibilité de condamner une personne morale. Et là, la loi de 2009 en matière de dérive sectaire est très utile. Voilà, rapidement tracé. Alors, il y a aussi un amendement que j'aurais bien voulu, dont je suis l'auteur, que j'aurais bien voulu voir passer. Malheureusement, le Conseil constitutionnel a considéré que c'était un cavalier législatif. De quoi il s'agissait? Georges Fenech vous en a parlé. C'est concernant la Miviludes. Aujourd'hui, le rapport de la Miviludes n'est pas protégé. Et c'est dommage parce que c'est un peu paradoxal. La mission interministérielle qui a pour but de coordonner l'action interministérielle, donc de lutter contre le développement des organisations sectaires, risque dans son rapport, lorsqu'elle cite une organisation, d'être déférée devant les tribunaux pour notamment diffamation, ce qui est quand même assez ahurissant. Alors, l'amendement avait été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, ce qui est quand même rare. Et malheureusement, le Conseil constitutionnel a jugé que c'était un cavalier législatif. C'était effectivement un cavalier législatif, mais vous savez aussi bien que moi qu'il est très difficile de faire passer des petites dispositions en dehors d'un dépôt d'un projet, une proposition de loi quand c'est d'initiative parlementaire, ou alors il faut qu'il soit repris par le gouvernement, mais le gouvernement a toujours des préoccupations beaucoup plus importantes, et il est toujours très difficile d'avoir un texte spécifique sur le sujet. C'est dommage. Peut-être que dans vos propositions, il faudra peut-être regarder comment reprendre cette proposition. Je tiens à votre disposition l'exposé des motifs que j'avais bien sûr développé à l'Assemblée nationale à l'époque. C'est pas anecdotique, hein. Ce n'est pas anecdotique, parce que Georges Fenech vous l'a dit, je crois que lui a été victime d'une trentaine de procédures. C'est long, c'est coûteux, c'est difficile, même si, in fine, il a été blanchi, mais quand même. Et puis, il faut savoir aussi que les organisations sectaires ont des moyens que n'ont pas le commun des mortels, y compris les parlementaires. Il y a, en plus de ces avancées législatives, bien sûr, l'action du gouvernement, création de la Miviludes. Alors, la Miviludes, mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, sa force, bien sûr, c'est l'interministériel, parce qu'elle coordonne la politique du gouvernement en la matière. Sa faiblesse, je dirais, c'est justement cette interministérielle qui dépend directement du Premier ministre,
La Miviludes est créée par décret et elle peut exister ou être supprimée au gré des gouvernements, quels que soient les gouvernements. C'est une fragilité. Je ferai une proposition aussi tout à l'heure qui consiste à penser que la Miviludes devrait avoir une reconnaissance législative, ce qui permettrait de pérenniser son existence. Et on peut se demander si la Miviludes ne pourrait pas... Alors je sais que c'est un débat, tout le monde ne peut ne pas être d'accord, je sais que Georges Fenech ne l'est pas, mais pourquoi ne pas transformer la Miviludes en haute autorité? Alors vous allez me dire encore un truc, encore une haute autorité. Oui, mais si c'est sur la responsabilité notamment des parlements, du Parlement, du Sénat, de l'Assemblée nationale, avec une coproduction ministérielle du Premier ministre, pourquoi pas, hein? Et en termes financiers, ça ne changerait pas grand-chose par rapport au fonctionnement actuel de la Miviludes. Par contre, ça sécuriserait son existence. Et je peux vous dire que, quel que soit le gouvernement, lorsqu'il y a des soucis, il est très important d'avoir un organisme comme la Miviludes. Il y a eu des tentatives de déstabilisation de la Miviludes, et tous les parlementaires, quelles que soient leurs opinions politiques, sont montés au créneau en disant attention, attention, nous tenons à cet organisme qui n'est pas parfait, hein, mais qui a une utilité très importante parce que justement, ça coordonne la politique gouvernementale et c'est une interministérielle. Les associations ont un rôle très important à jouer dans la lutte globale contre les organisations sectaires. Vous avez reçu Catherine Picard, présidente de l'UNADFI. L'UNADFI et les ADFI font un travail remarquable, notamment auprès des victimes d'organisations sectaires. Comme Georges Fenech, je suis un petit peu inquiet de la pérennité de ces associations, manque de moyens financiers. C'est vrai que ce soit l'UNADFI, CCMM, etc., les subventions se font rares. Et c'est un petit peu dommage parce que ça précarise leur action et encore une fois, elles ont une utilité très importante. Et puis aussi, dans la lutte contre les organisations sectaires, on l'oublie souvent, mais nous avons été beaucoup aidés par les médias. Parce que régulièrement, il y a... Alors ça date aussi du Temple solaire, cette affaire. Mais les médias se sont intéressés au phénomène et régulièrement, vous avez des reportages, vous avez des reportages de caméras cachées, etc., qui sont souvent très bien faits et qui montrent à la population ce que sont vraiment ces organisations. Et les médias ont un rôle préventif très important en la matière. Et c'est très utile parce que souvent le travail parlementaire, c'est pas à vous que je vais apprendre que sur un certain nombre de sujets, ça ne passionne pas forcément les foules. Hein, et sur des sujets techniques et complexes, le relais médiatique est souvent très intéressant. Le rôle essentiel, aussi un rôle essentiel dans l'organisation et la lutte contre les organisations sectaires, c'est évidemment le Parlement, Assemblée nationale et Sénat. Alors on peut se demander, certains se demandent, mais à quoi peut bien servir un groupe d'études sur les sectes à l'Assemblée nationale et au Sénat maintenant? Je pense que c'est très complémentaire, je le disais tout à l'heure, avec l'action de la Miviludes. Pourquoi? Parce que nous avons la possibilité d'auditionner un certain nombre d'acteurs, y compris dans des périodes qui sont entre guillemets calmes sur le sujet. Et ça nous permet d'avoir une réflexion plus de fond et ne pas avoir le nez, je dirais, sur le guidon ou sur l'actualité. Hein, parce que régulièrement, vous avez des procès, vous avez des drames, et il n'est jamais bon de réfléchir à chaud. Or, ça nous permet effectivement d'avoir un travail au long cours qui nous permet une réflexion de fond. On a pratiqué ça. On a souhaité à l'Assemblée nationale, bien évidemment, et à chaque législature, nous avons déposé une demande d'enquête parlementaire. Nous avons quasiment toujours été exaucés, même si ça n'a pas été forcément évident, parce que ça demande des moyens. Et je crois que nous avons fait œuvre législative utile, que ce soit, vous rappeliez, Monsieur le Président, sur l'enquête parlementaire sur les sectes et l'argent, et puis les sectes et les enfants, où là nous avons découvert un certain nombre de choses assez ahurissantes. Et donc je pense que nous avons fait œuvre utile. Alors, je dis ça pour vous, au début, on ne voit pas trop où on va. Quand on commence une commission d'enquête, on commence à auditionner, c'est répétitif, on ne voit pas trop où on va, on ne voit pas trop ce qu'on va en tirer. Et puis, au fur et à mesure qu'on rentre dans les débats, on prend conscience du problème
Et je crois qu'il est très utile aussi d'aller sur le terrain. Alors c'est plus facile quand vous faites une commission d'enquête sur les enfants et les sectes que commission d'enquête sur la santé. Hein. Mais quand même, rien n'empêche, par exemple, des sénateurs, je le disais tout à l'heure, de s'inscrire à un séminaire de formation d'une manière anonyme et d'aller voir très précisément comment ça se passe. Hein. Alors il y a le problème du coût, effectivement, mais bon, ça c'est un problème matériel qui peut être résolu. Et je crois que c'est vraiment très très important de toucher la manière dont les choses se passent. Un exemple, lorsque nous avons été dans les Pyrénées-Orientales visiter la communauté de Tapitas Place, on a découvert des choses quand même ahurissantes qu'on nous rapportait. Mais rien ne vaut le contact avec la réalité. On nous disait que les enfants étaient déstructurés, complètement coupés de leur milieu social. Bon, ok, quand on vous dit ça, c'est scandaleux. Oui, mais quand on les voit, ces enfants, je peux vous dire qu'on n'en est pas sorti indemne. Hein. On est sorti de là totalement bouleversé. Alors, mais comment se peut-il que ça puisse exister, hein? Et donc, je veux dire, cette expérience n'a pas de prix. Hein, il faut vraiment aller toucher la détresse humaine. Quand on en parle, c'est bien. Mais quand on voit sur le terrain ce qui se passe, c'est quand même beaucoup mieux. Et en plus, c'est vrai que les commissions d'enquête parlementaires ont des moyens qui permettent des investigations qui sont quand même intéressantes. Alors, je répondrai à vos questions peut-être sur des compléments d'information. Sur la santé, bon, je ne vais pas répéter ce que vous ont dit vos autres interlocuteurs, mais c'est vrai que c'est une des préoccupations essentielles. Et c'est un secteur qui est particulièrement intéressant, je dirais, pour les organisations à caractère sectaire. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est très lucratif. On oublie une chose, j'ai oublié de vous dire une chose. Quand on parle de secte, il y a toujours de l'argent derrière. Hein, mon collègue Jean-Pierre Brun, je le cite, qui disait toujours que si la scientologie est une religion, son dieu est le dollar. Bon, eh ben, vous appliquez cette maxime un petit peu à toutes les organisations sectaires et vous avez la clé du pourquoi les organisations sectaires agissent dans un certain nombre de secteurs. Et la santé est un secteur très lucratif et puis un secteur aussi qui, je dirais, joue sur la crédulité du citoyen, mais aussi sur sa détresse. Vous savez, quand vous êtes malade, gravement malade, vous avez un cancer, qu'on vous dit, il y a un monsieur là-bas qui est capable d'améliorer votre état, qui est capable de vous guérir, bon, ben vous dites, pourquoi pas, quoi. Je vais essayer. Hein. Alors, quand on essaie, mais qu'on garde son traitement traditionnel, à la limite, on ne peut pas reprocher à la personne de tout essayer. Mais que quand derrière, l'organisation en question vous dit, attendez, vous faites fausse route, il faut surtout arrêter votre traitement parce que c'est un traitement qui ne nous apportera rien, et que la personne en question arrête la médecine traditionnelle et commence à avoir recours à des méthodes de charlatans, c'est notamment la méthode Hammer, qu'on connaît bien en matière de cancer, bah, là vous avez tout de suite une dérive, et notamment une manipulation mentale, parce que vous avez la dérive thérapeutique, mais vous avez derrière, souvent, la manipulation mentale. Et vous avez des personnes qui, au-delà de leur traitement, se voient endoctrinées, et puis ne voient plus que par cette méthode. Et bien évidemment, que ce soit les centres de bien-être, que ce soit les méthodes comme celle du docteur Hammer, ce n'est pas gratuit. Et en général, cela coûte très cher. Hein. Et donc, c'est de l'escroquerie pure et simple. Mais on prend évidemment la santé en otage, si je puis dire, pour proposer des alternatives à la médecine traditionnelle qui, évidemment, sont catastrophiques pour le malade. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus parce que vos autres interlocuteurs ont longuement insisté là-dessus. Simplement, cette situation, elle est due aussi à un état de fait. C'est aussi aujourd'hui parce que la population doute de la médecine traditionnelle. Il y a eu les grands scandales, ils sont contaminés,
vaccination, etc. Et donc il y a comment dirais-je, de la part de la population, de l'opinion publique, une certaine distance vis-à-vis de la médecine traditionnelle. Et puis c'est vrai que un certain nombre de mouvements New Age, etc., du bien-être collectif, dans une période de crise, a une attention et une oreille plus attentive de la part de nos concitoyens que dans une période de prospérité économique, bien évidemment. En matière de santé, je pense qu'il ne faut pas sous-évaluer le phénomène. Moi, je suis un peu pessimiste. Je pense que, quoi que l'on fasse, on sera toujours en retard par rapport à ce phénomène. Et que le pire est devant nous. Le pire est devant nous. Parce qu'aujourd'hui, Internet, évidemment, a une offre quasiment illimitée. Je ne vois pas comment on pourrait interdire la liberté d'expression, un certain nombre de propositions qui circulent sur Internet. Et donc, je crois sincèrement que le pire est à venir. Alors, j'espère que votre commission d'enquête pourra utilement faire un certain nombre de propositions, mais je suis moins pessimiste sur cette affaire, notamment sur la santé en particulier, parce que je crois que nous aurons beaucoup de mal à endiguer le phénomène. Alors, pour terminer mon intervention, j'ai quand même un certain nombre de propositions à faire à la Commission. Vous savez qu'il existe un groupe d'appui technique près de la DGS qui normalement doit évaluer un certain nombre de pratiques thérapeutiques. Bon, force est de constater que depuis sa création en 2009, le GATT en question, d'une, manque de moyens, et de deux, n'évalue pas grand-chose. Et donc je pense qu'il serait très utile qu'on donne des moyens supplémentaires au GATT pour effectuer ces évaluations thérapeutiques. Notamment parce que vous avez des nouveautés ou des nouveautés thérapeutiques qui ne sont pas forcément à dérive sectaire. Tout n'est pas forcément à dérive sectaire. Mais il y a une potentialité, et cette potentialité doit être observée notamment par le GATT qui est là pour ça. Et je pense qu'il doit donner son avis sur l'introduction de toute pratique non conventionnelle à l'hôpital. Vous avez des pratiques thérapeutiques qui peuvent être utiles, mais qui ne sont pas encore évaluées. Et je pense que le GATT a toute sa responsabilité, toute sa part. Mieux encadrer aussi les formations et renforcer la protection des titres universitaires et surtout les instituts, le titre institut. Parce que vous avez aujourd'hui un certain nombre de formations qui se disent formations universitaires, institut de je ne sais pas quoi, et qui créent la confusion. Confusion dans le public, parce que quand on dit voilà, je suis diplômé de l'université où j'ai un titre universitaire, évidemment, ça peut perturber le citoyen qui considère que là, c'est reconnu par l'État. Or, aujourd'hui, vous avez des universités libres. Vous avez des diplômes qui sont des diplômes, entre guillemets, universitaires, qui n'ont jamais été fait l'objet de quelque évaluation que ce soit. Donc là, je pense que c'est un domaine où il faut probablement, d'ailleurs, soumettre à agrément, peut-être, c'est pas simple, la création notamment des centres de formation. Et si, on peut aller jusqu'à dire, si on s'en donne les moyens et si un certain nombre d'organisations n'ont pas l'agrément, l'interdire. Pourquoi pas l'interdire par décret ? Je pense que c'est aussi une question de volonté politique derrière. À partir du moment où on met en place un dispositif, si ce n'est pas respecté, eh bien, on en prend les conséquences. Alors, réfléchir aussi à la définition de la dérive sectaire. Alors, je sais que j'ai écouté mon collègue Blisco, que je trouve un peu frileux sur cette affaire. Je sais aussi que mon ex-collègue Georges Fenech n'est pas forcément très favorable à ça, mais on avait commencé à y réfléchir sérieusement dans le groupe d'études sur les sectes, sur la définition de la secte. Alors, comme il n'y a pas de définition de la religion, on se dit, il n'y a pas de définition de la secte. Certes. Sauf que, quand même, il faudrait peut-être qu'on s'y penche un peu. Ça serait très utile. Et c'est la Miviludes, je crois, en 2000. Non, c'était l'organisme qui a précédé la Miviludes, c'était j'ai une absence. Qui était présidé par Alain Vivien. Là ? La MIL, oui, c'est ça. Et qui avait tenté une définition. Je vous la donne, parce qu'elle est intéressante, et je vais vous donner la définition belge derrière. La secte est une association de structures totalitaires déclarant ou non des objectifs religieux
dont le comportement porte atteinte aux droits de l'homme et à l'équilibre social. Et alors les Belges sont allés beaucoup plus loin. Quand on dit pas possible de définir légalement une secte, la loi belge du 2 juin 1998 définit la secte. Je vous lis. Tout groupement à vocation philosophique ou religieuse, ou se prétendant tel, qui, dans son organisation ou sa pratique, se livre à des activités illégales, dommageables, nuit aux individus ou à la société, ou porte atteinte à la dignité humaine. En Belgique, c'est très utile, ça. Parce que les magistrats, derrière, ils ont un texte sur lequel ils peuvent se baser. En France, non. Alors, c'est difficile, parce que imaginez que demain, on réussisse à définir ce que c'est une secte et qu'on passe ça dans un texte législatif. Je ne suis pas certain que le Conseil constitutionnel accepte. Hein, et en disant, mais attendez, on a une tradition laïque, on ne définit pas une religion, pourquoi aller définir quelque chose qui est difficile, qui peut éventuellement poser problème par rapport à la loi de 1901. Bon. Mais je pense qu'il faut quand même creuser, parce que aujourd'hui, pour y revenir dans la conversation, les magistrats, même s'il y a une formation qui est faite à l'ENM très intéressante, très performante, sont quand même très démunis. Et je le disais tout à l'heure, n'aiment pas aborder les problèmes sectaires, parce qu'ils ne connaissent pas. Et c'est quelque chose qui est, quand on aborde ces problèmes, on est toujours sur le fil du rasoir, entre la liberté de conscience, et donc ils n'aiment pas trop. Hein. Et donc, la liste qu'avait fait à l'époque la première commission d'enquête, vous savez, ces 175 organisations, même si elles n'avaient aucune force légale, a quand même été très très utile aux magistrats lorsqu'ils étaient confrontés à un certain nombre de phénomènes dont ils appréhendaient mal la réalité. Et ils ne le disent pas, mais beaucoup de magistrats ont utilisé cette liste, qui n'avait encore une fois aucune valeur juridique, certes, mais qui a été très utile pour la connaissance du phénomène. Donc là, peut-être que, Monsieur le Président, votre commission pourrait peut-être envisager une réflexion sur le sujet qui, je l'avoue, n'est pas simple. Améliorer aussi le dispositif de la Miviludes, j'en ai parlé tout à l'heure, je n'y reviens pas. Pourquoi pas une double tutelle de la Miviludes, Premier ministre et Parlement, Sénat et Assemblée nationale? Pourquoi pas envisager, par exemple, que le président de la Miviludes soit nommé comme un accord entre le Premier ministre et le Sénat et l'Assemblée nationale? Pourquoi pas, hein, en plus de ce que je proposais, c'est-à-dire la pérennisation législative de la Miviludes. Réfléchir aussi sur la possibilité de faire évoluer la prescription. Alors là aussi, c'est un domaine un peu délicat, parce que la prescription, normalement, si on touche à la prescription, on la touche pour tout le monde. On touche le dispositif et ça concerne tout le monde. En matière d'organisation sectaire, c'est valable pour la santé comme pour d'autres sujets. Qu'est-ce qui se passe? Pour poursuivre, il faut une plainte. Sauf à ce que le procureur de la République ait un signalement et poursuive, que le pouvoir public poursuive. Mais dans la plupart des cas, on se heurte à des anciennes victimes, enfin des victimes, des adeptes, d'anciens adeptes, qui ont beaucoup de mal à se reconstruire lorsqu'ils sortent de la secte. Et qui mettent des années à s'en remettre. Et qui, au moment où ils prennent conscience qu'ils ne peuvent pas en rester là, ils vont déposer plainte et on leur dit « Attendez, non, prescription, vous ne pouvez plus rien faire ». Et c'est un vrai souci. C'est un vrai souci. Les organisations sectaires le savent. Hein, elles négocient avec les adeptes, etc. Et donc, nous n'avons pas aujourd'hui ce que l'on pourrait avoir en matière de poursuite à cause des délais de prescription. C'est d'une manipulation difficile, je le conçois. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, puisqu'on parle là d'abus de faiblesse, rapprocher cette infraction de l'escroquerie et de l'abus de confiance? Pourquoi? Parce qu'en matière d'abus de confiance, il est de jurisprudence constante que le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où le délit est apparu et a pu être constaté généralement par la victime. C'est une piste, peut-être creuser ça, hein, sans pour autant chambouler le droit de la prescription. Regardez si par rapport à l'abus de faiblesse, on ne pourrait pas rapprocher ça de l'abus de confiance, qui permettrait d'éviter un certain nombre de désagréments et d'empêcher les victimes de porter plainte. Voilà, alors j'aurais plein d'autres choses à vous dire, mais je pense qu'il est plus intéressant qu'on ait une discussion ensemble. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, ce que je voulais très brièvement
vous dire. Je ne sais pas si je serai d'une grande utilité, mais bon, nous sommes là pour en discuter. C'est déjà pas mal.